un partenaire privilégié et stratégique pour la fédération. Le partenariat entre l'AFNOR et la FFPB revêt un caractère stratégique en ce que la standardisation constitue un formidable vecteur de compétitivité pour les entreprises de l'industrie blockchain et s'inscrit parfaitement dans la stratégie souhaitée par le gouvernement. La création d'un comité stratégique permettra d'établir une liaison permanente entre les acteurs de l'industrie et l'AFNOR. Je tiens également à remercier le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui a souhaité manifester sa volonté d'aider la fédération et l'ensemble de ses membres à accélérer leur développement sur le territoire national. Mais également remercier chaleureusement le député Miss, avec qui nous partageons une vision commune et une volonté commune de favoriser le développement des entreprises en France, spécialisées dans l'industrie de la technologie blockchain. Cette décennie doit être celle du renouveau économique de notre nation. Elle doit être celle de l'expansion des entreprises françaises qui ont fait le choix d'emprunter le chemin de l'innovation. Cette décennie doit être celle qui fait le choix assumé d'embrasser pleinement cette révolution en y voyant les opportunités plutôt que les difficultés. Elle doit être la décennie de celles et ceux qui ont fait le choix de s'engager pleinement dans la transition numérique du pays. Elle doit être également celle qui fait la part belle aux entreprises qui ont choisi de transformer les menaces en opportunités, qui ont choisi de saisir pleinement cette révolution qui nous tend les bras. Nous avons souhaité au sein de la FFPB, à travers une enquête nationale inédite, révéler des éléments clés de notre industrie qui permettent de dessiner le paysage de l'industrie tricolore dans ses dimensions technologiques, financières et économiques. Fort de ce constat, nous pourrons ainsi mettre en œuvre les actions nécessaires pour accélérer le développement de notre industrie et favoriser son évolution. L'étude menée par la FFPB, dont des chiffres clés vous seront révélés ce soir à l'occasion de cette réunion, a permis de mettre en lumière tout le dynamisme des acteurs français. Elle a permis également d'analyser les forces et les faiblesses de notre industrie, afin de mieux pouvoir établir, définir et mettre en œuvre les actions nécessaires à son développement. La pérennisation d'une industrie implique inévitablement l'existence d'un tissu économique robuste et d'un réseau d'affaires dynamique. C'est là toute l'ambition de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Vous accompagner. Or, si une grande partie des entreprises, grands groupes et PME ont choisi d'emprunter le chemin de l'innovation, lui appartient désormais de se structurer efficacement pour être à la hauteur de ses ambitions dans un contexte international extrêmement compétitif. Nous l'avons vu avec les États-Unis, la Chine, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud,
le Japon. Toutes ces nations ont fait le choix d'embrasser pleinement cette révolution, tout comme les acteurs français. Je voudrais m'adresser à tous les acteurs de cette industrie, grandes entreprises, dont certaines nous ont fait l'honneur d'être présentes ce soir, à l'image d'Exaion, filiale à 100% d'EDF, Orange, la RATP, Thales ou encore la Banque Postale. Mais également aux PME spécialisées, à l'image de Isness, Calistec ou encore Crystal Chain. Les centres de recherche, les instituts de formation, mais également les professions libérales, notamment les avocats, qui constituent très souvent le pont naturel du dialogue entre les autorités et les acteurs de l'industrie, mais également les experts comptables, ainsi que les commissaires aux comptes. Et naturellement, sans oublier les grandes institutions, à l'image de la Banque de France, dont l'un de ses représentants nous a fait l'honneur d'être présent ce soir. Je voudrais leur dire que la FFEB sera à leur côté pour promouvoir leurs talents, leur expertise, mais également défendre leurs intérêts à l'échelle nationale, mais aussi supranationale. L'ADN de la fédération repose sur la volonté d'accélérer le développement de l'industrie et de porter toujours plus haut les entreprises françaises qui ont une vision exigeante et ambitieuse de la technologie blockchain. Nous avons souhaité, à l'occasion de la création de cette fédération, avec le député Miss, envoyer un signal extrêmement clair à l'ensemble des professionnels du secteur. Nous devons avoir une stratégie qui est en adéquation avec la réalité de notre marché, dont les éléments clés vous seront révélés tout à l'heure pour vous permettre de mieux appréhender toute la profondeur de notre industrie. Et leur dire tout simplement que nous devons respecter les sensibilités de chaque secteur d'activité. Le secteur alimentaire n'a pas les mêmes contraintes que le secteur bancaire. Nous devons avoir une stratégie nationale globale dans laquelle nous intégrons la standardisation comme étant un vecteur de compétitivité. Nous allons en débattre dans quelques minutes à l'occasion d'une table ronde spécialisée et dédiée à cette thématique. Nous devons rassembler l'ensemble des acteurs de cette industrie pour créer les produits dont nous avons besoin, pour former, mais également pour être en mesure de pouvoir peser dans les négociations internationales. Et c'est avec la même exigence que la Fédération a souhaité associer pleinement l'AFNOR au développement de notre industrie. C'est donc avec un immense plaisir que je vous demande d'accueillir Franck Lebug, directeur des activités de normalisation de l'AFNOR. Merci. Monsieur le Président, cher Rémi, vous ne vous êtes pas trompé de maison en venant aujourd'hui. On vous remercie vivement d'avoir choisi AFNOR pour la première réunion publique de la Fédération française des professionnels de la blockchain que vous avez lancée en mars, je crois, 2020. Notre partenariat, vous l'avez dit, Rémi, il revêt un caractère particulièrement stratégique. Donner toute la visibilité nécessaire à ce nouvel outil et construire ensemble l'écosystème de la blockchain auquel d'ailleurs nous incitent les pouvoirs publics. C'est à notre connaissance, Rémi, la première fois, j'en parlais avec le directeur général du groupe AFNOR, qu'une fédération ou un syndicat, dès sa création, affiche
des ambitions en normalisation volontaire. Bravo, vous avez tout compris. C'est preuve d'une véritable vision stratégique parce que, comme vous l'avez dit, la normalisation volontaire, parfois aussi appelée standardisation, c'est un soutien à l'innovation dans le développement de nouvelles activités et c'est dès le début que l'on pose les bonnes règles d'une nouvelle activité, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, cette normalisation volontaire, elle est à votre service, Rémi, et au service de toutes les entreprises de ce secteur, car c'est un vecteur de compétitivité. Elles sont élaborées collectivement avec les fournisseurs de solutions, les utilisateurs, les représentants des consommateurs. Et puis, quelques mots pour illustrer que vous ne vous êtes pas trompé de maison si tant est que vous ayez cru vous être trompé à un moment. Les recommandations que suivent des organismes de normalisation avec lesquels vous avez signé donc, un partenariat suivent des principes très simples qui sont alignés sur ceux de l'OMC. Transparence, ouverture, impartialité et surtout consensus. Il est impératif de se comprendre entre acteurs de la blockchain. Alors les enjeux, comme tout développement technologique nouveau, se pose le sujet que je vais ajouter, qui est très important pour nous à l'AFNOR, de la confiance numérique. À chaque fois, nous le savons, et la société est en attente d'être rassurée. On l'a vu sur la 5G, on le voit dans le numérique, en santé, on le voit dans les données personnelles, dans l'éthique, dans l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, il y a une demande corollaire de confiance. Et je sais, on peut le dire ce soir, que notre société a besoin de confiance en l'autre, en elle-même et aussi envers les acteurs économiques et envers l'État. Quelques principes simples que vous êtes en train, et on va venir derrière, des principes simples de la blockchain, de bonne gouvernance, d'interopérabilité, sujet plus compliqué, on l'a vu, on a discuté juste avant avec le président de la commission, et aussi de sécurité dans les mécanismes de blockchain. Donc tout cela se définit, cher Rémi, pour conclure, autour d'une table ronde, j'allais dire, je devrais dire aujourd'hui plutôt autour d'une visioconférence en ce moment, mais cette table ronde, vous l'avez initiée avec nous, c'est cette commission de normalisation blockchain qui rassemble tous les acteurs qui sont concernés. Et je ne peux que me féliciter pour mon premier événement depuis que j'ai été nommé en juillet, que ce soit sur ce thème de la confiance numérique avec la blockchain, qu'on puisse faire un appel à ce que cette table ronde de la normalisation s'étende avec le maximum des acteurs. Il y en a déjà beaucoup, vous les avez cités. Donc, à nouveau, merci Rémi, vous êtes bien chez vous ce soir et très bon événement pour cette première réunion publique. Merci à tous. Comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes, l'une des premières actions de la fédération reposait sur la volonté de mieux appréhender l'ensemble des spécificités de notre industrie. Il était donc nécessaire de mener une enquête nationale qui visait à recenser l'ensemble des acteurs de cette industrie afin de mettre en évidence leurs spécificités d'un point de vue technologique, financier et économique. Les résultats de cette enquête nationale ont été menés suite à une interrogation de plus d'une centaine d'entreprises en France, de tous secteurs d'activité confondus. De juillet 2020 au 5 octobre 2020. Nous vous livrons ici plusieurs éléments qui vous permettront de mieux comprendre toute l'étendue de notre industrie. L'industrie blockchain est une industrie qui est mature. Plus de 55% des sociétés composant le SBF 120 mènent actuellement des projets blockchain. Un quart des répondants ont indiqué avoir réalisé plus de 500 000 €
de chiffre d'affaires en 2019. C'est bien là la preuve de la réalité d'une industrie et de tout son potentiel. Un autre aspect qui était très très intéressant à mettre en évidence, l'existence de nombreux produits et services commercialisables. Cela signifie que lors de ces précédentes années, nous avons assisté à des expérimentations qui ont eu lieu au sein des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des centres de recherche, qui aboutissent aujourd'hui à de nombreuses solutions commercialisables. En effet, plus de 69% d'entre eux indiquent avoir développé une solution commercialisable. Mais c'est aussi une industrie qui repose essentiellement sur les interactions directes entre les entreprises. En effet, il s'avère que pour plus de 90% d'entre elles, les produits et services qu'elles ont développés sont destinés à d'autres entreprises. Donc nous sommes en présence d'un marché essentiellement B2B. Cela révèle également que nous avons fait le bon choix au sein de la fédération, qui est de favoriser les interactions directes entre l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Cela révèle également qu'un très grand nombre de PME ont conclu un partenariat avec des grands groupes et qu'il n'y a donc pas de malentendu entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Un autre chiffre qui mérite d'être souligné, celui de l'attractivité certaine des entreprises qui ont développé un produit ou un service reposant sur la technologie blockchain. En effet, les investisseurs privés, qu'ils soient français ou européens, ont manifesté leur intention d'investir, mais également l'ont déjà prouvé. En effet, plus de 53 millions d'euros ont été investis dans les entreprises de notre industrie. 61% des levées de fonds ont eu lieu à travers le private equity. Ça signifie que les investisseurs traditionnels ont un appétit pour ces entreprises. En sachant que 63,4% d'entre eux sont européens, dont la moitié sont des investisseurs français. Cela permet de constater qu'il y a bien une bonne circulation des flux financiers en matière d'investissement en France. Est-ce que cela est suffisant? Naturellement, ça ne l'est pas. Mais il s'agit là d'un indicateur extrêmement intéressant pour mettre en évidence l'appétit des investisseurs. Cela s'accompagne aussi d'un mouvement global de généralisation, d'acceptation des cryptoactifs comme étant un moyen de paiement. En effet, le paiement en actifs numériques est accepté par presque la moitié des acteurs de notre écosystème. Et 57% d'entre elles ont déclaré disposer d'un portefeuille en actifs numériques. Donc le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant en place une fiscalité dédiée à ces actifs. Bien souvent, nous pouvons prendre le pouls d'une économie à travers un indicateur qui est celui de la confiance. Et on peut noter que les acteurs de l'industrie sont extrêmement confiants, non seulement dans leur capacité, mais dans leur volonté d'investir en France à très court terme. 2/3 des sociétés indiquent également vouloir embaucher des profils qui disposent
d'une expertise en matière de technologie blockchain. Cela illustre parfaitement la nécessité de mettre en place des formations académiques de haut niveau dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités, pour pouvoir alimenter ce marché. Ces chiffres clés font partie de la version condensée du rapport que vous trouverez sur le site de la fédération, fédérationblockchain.fr. Un rapport plus dense, plus complet, sera publié très prochainement et vous permettra de pouvoir prendre un peu plus de hauteur, de recul sur notre industrie, mais également de pouvoir constater que cette industrie est bien établie en France, qu'elle a vocation à continuer son développement et que l'ensemble de ces entreprises sont extrêmement optimistes dans leur capacité et leur volonté de créer de la richesse sur le territoire national. J'aimerais désormais pouvoir mettre en évidence certains de ces acteurs qui ont identifié parfaitement la nécessité d'intégrer pleinement la standardisation ou normalisation volontaire dans leur stratégie de développement. Et donc pour ce faire, j'aimerais accueillir désormais à la table ronde Yves Le Carrec, Sylvain Cariou, Mourad Faher, pour débattre sur la blockchain et souveraineté numérique, quels sont les enjeux stratégiques des standards pour les acteurs de l'industrie blockchain. Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur de vouloir contribuer à ce débat portant sur la blockchain et la souveraineté numérique. S'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous pourriez activer les micros? Parfait. Merci. On l'aura compris, les normes internationales contribuent fortement à l'innovation. La vision française de ces technologies doit pouvoir être défendue et portée au plus haut niveau, à l'échelle supranationale. Pour pouvoir comprendre pleinement les enjeux stratégiques qui se cachent derrière la standardisation internationale, j'aimerais inviter nos participants à nous expliquer, dans un premier temps, en quoi consiste la normalisation volontaire et quels sont les enjeux pour l'industrie d'utiliser ces standards que nous sommes en train de construire, notamment au sein du comité ISO TC 307, dont le président ici présent, Sylvain Cariou, va nous expliquer le travail que nous réalisons au sein de ce comité depuis maintenant à peu près 3 ans. À moins que je laisse la parole à Yves déjà. Voilà. Et après, je prendrai le relais. Donc, Yves va nous expliquer la genèse du projet. Et je prendrai le relais après. Oui, alors donc, moi, en tant que président du comité stratégique information et communication numérique, j'ai eu l'honneur de lancer la commission de normalisation blockchain en 2016. Mais avant tout, on pourrait peut-être rappeler ce que c'est que le travail de la normalisation, parce que le travail de la normalisation, c'est avant tout un travail collaboratif. C'est pour construire des règles communes et ces règles qui peuvent s'appliquer soit à des technologies, comme par exemple le design d'une carte à puce, ou bien alors à des process ou à des interfaces d'échange, un protocole de communication, process, par exemple, des pratiques
les bonnes pratiques, par exemple, dans la qualité, avec l'emblématique norme ISO 9000, ou dans la sécurité des systèmes d'information avec l'autre emblématique norme ISO 27000. Et les buts de la norme sont divers. On peut construire ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à des systèmes différents de pouvoir opérer ensemble, ou alors des normes de pratique et qui deviennent les référentiels pour faire la certification et la certification des process. Donc, il ne faut pas, je dirais, on a tendance à le faire, il ne faut pas confondre normes et réglementation. La norme, c'est avant tout une démarche collective. D'ailleurs, dans nos commissions de normalisation, comme dans le comité stratégique, on retrouve tous les secteurs. On retrouve le secteur académique, on retrouve les entreprises, on retrouve le secteur associatif, dont par exemple des associations de consommateurs, mais aussi on retrouve aussi l'administration. Donc, on a vraiment tout le secteur et ça remonte après aussi au niveau international. On a exactement cette même représentation. Et à un moment donné, on peut effectivement adopter une norme pour rentrer dans une réglementation, mais il faut savoir qu'en gros, il y a moins de 5% des normes qui sont dans la réglementation. C'est-à-dire qu'avant tout, la norme, c'est quelque chose pour faire avancer et développer notre société avec un grand S. Alors, la normalisation, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve au niveau national, mais elle se trouve maintenant au niveau régional, c'est-à-dire au niveau européen pour nous, ou au niveau international, et dans des organisations, donc l'AFNOR pour la France, mais on retrouve le CNCNELEC pour l'Europe, et on retrouve l'IEC et l'ISO et l'ITU pour la partie télécom au niveau international. Donc, c'est toute cette partie-là qui est intéressante et qu'il faut avoir en tête. Alors, dans le numérique, c'est toujours la même chose, c'est la même démarche, sauf que le numérique, aujourd'hui, il intervient dans tous les secteurs économiques. Aujourd'hui, le comité stratégique, il travaille avec les 14 autres comités stratégiques qui sont au niveau de l'AFNOR. Et évidemment, on y parle beaucoup de blockchain parce que cette partie-là qu'on a lancée en 2016, eh bien, aujourd'hui, intervient, comme tu l'as expliqué, dans tous les secteurs économiques et dans toutes les activités et dans beaucoup d'activités d'entreprise. Et est-ce que justement, on ne pourrait pas prendre un exemple extrêmement concret de normes internationales qui ont joué un rôle clé dans le développement d'une technologie, par exemple à l'image d'Internet, où elle a permis véritablement une adoption généralisée? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces aspects? Oui, si tu veux, Rémi. En fait, l'exemple que je donne, c'est souvent parce qu'on me demande à quoi ça sert une norme. Est-ce que ce n'est pas contraignant? Et c'est surtout un accélérateur d'innovation au niveau mondial. L'Internet, le développement qu'on connaît de l'Internet depuis une vingtaine d'années, enfin 25 ans, ça a démarré il y a vraiment 25 ans, c'est quelques normes réseau, la norme de réseau TCP/IP, la norme d'échange de pages web et la norme d'échange de mails. Voilà. Et c'est avec ces trois normes-là qu'on a pu, voilà, les applications qu'on utilise maintenant, il y a la norme 3G maintenant aussi, toutes ces applications, le Facebook, Instagram, tout ce que vous faites, le commerce en ligne, on a eu besoin de ces normes au départ qui ont mis tout le monde d'accord et qui ont pu créer l'interopérabilité de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'un mail qui est envoyé aux États-Unis, il peut être reçu en Chine directement. Il y a parfois des contrôles, bien sûr. Voilà, mais ça permet, l'essentiel de la norme, c'est que c'est un peu comme un métalangage pour que les gens se comprennent. On parle d'interopérabilité, c'est un peu lié les deux. L'interopérabilité, c'est peut être technique, les systèmes se parlent, mais les humains se parlent, ils parlent le même langage. Quand ils parlent d'une blockchain, quand un Chinois va parler de blockchain à un Américain, ils parlent de la même chose. Et c'est essentiel pour établir la confiance. Sinon, il y aurait plusieurs niveaux de blockchain avec plusieurs niveaux de sécurité, plusieurs types d'applications. Et là, tout le monde y perdrait, à la fois ceux qui font de la blockchain, parce que les clients ne comprenaient rien, et les clients n'adopteraient pas la technologie, parce qu'ils ne comprendraient rien. Voilà, au début de la blockchain, personne ne savait ce que ça voulait dire à part les experts. Et là, notre objectif, c'est de faire en sorte de clarifier ce que c'est et clarifier ce qu'on peut attendre d'une application blockchain. C'est l'essentiel de la norme. Je continue peut-être, j'en sais rien. Oui. Alors, et en fait, normer, alors il y a différents niveaux de normes. Ça peut être des recommandations, des spécifications. Voilà, il y a plusieurs aspects.
Les travaux qu'on mène depuis 4 ans, depuis 3 ans et demi sur la blockchain sont sur plusieurs aspects. Il y a des aspects extrêmement techniques comme la sécurité, la gestion de l'identité, par exemple, des normes de définition. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture blockchain? Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Qu'est-ce que c'est qu'un nœud, un mineur, etc. Et puis des normes aussi organisationnelles. Quelle est la gouvernance d'une blockchain? Ça paraît bête comme question, mais non, parce que une application informatique standard, il y a un directeur informatique qui en est responsable, et au-dessus, il y a le DG. Donc, c'est lui qui arbitre avec le directeur informatique. Dans la blockchain, ce sont des applications distribuées. Et qui décide? Qui décide des spécifications, qui décide des évolutions, qui décide de la maintenance. Et donc, ça a amené cette conception technique, la blockchain, quelque chose de très technique, a amené des problèmes d'organisation. Et le sujet de la gouvernance, moi je fais de la blockchain depuis 4 ans, des applications réelles dans la vraie vie, je travaille sur la traçabilité, et très rapidement je me suis rendu compte qu'on ne peut pas appliquer les règles de gouvernance classiques à une application blockchain. Donc la France, on peut être fier de ça, a poussé ce sujet à l'international, qui est devenu un des sujets les plus importants au niveau mondial. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'une blockchain? Ce que je veux dire par tout ça, c'est que d'une norme purement technique, un cahier des charges techniques, la blockchain, ça a commencé par un white paper définissant ce que c'est. Ça a soulevé tout un tas de questions d'interopérabilité, de se comprendre les uns les autres, d'établir la confiance. Exactement. Et justement, j'aimerais interroger Mourad sur ces aspects liés à la gouvernance vraiment d'un système de type blockchain et sur les autres aspects qui nous amènent à réfléchir à la nécessité de créer un standard international. Oui. Pour permettre aux entreprises d'utiliser la même norme et favoriser finalement le développement, l'utilisation de cette technologie. Oui, tout à fait. Merci Rémi. Si j'avais à résumer l'utilité, la finalité de la normalisation par rapport au recul de ces 20 dernières années où j'ai pratiqué ce métier, je dirais que c'est un impératif pour l'industrie dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que d'abord, elle apporte un niveau de confiance dont elle ne peut pas se départir. Quelque chose qui a été normalisé dans un contexte international, c'est quelque chose pour lequel, vis-à-vis duquel un client potentiel aura un peu plus de confiance. Par rapport, en comparaison à une solution propriétaire qui peut lui être exposée, quel est le niveau de confiance que je peux accorder à une solution propriétaire? Sinon, la crédibilité de celui qui me l'offre. Tandis que si c'est une norme internationale, ça veut dire que les expertises se sont réunies dans un contexte, elles ont discuté des détails techniques et qu'elles en ont conclu ce qui figure dans la spécification. Donc, c'est le résultat d'une réflexion qui a fait l'objet, vous voyez, de contradictions. Et on élabore une norme internationale ou européenne à force de contradictions. Donc, ce cheminement est un cheminement qui est précieux. Et il ne faut pas négliger la confiance comme un critère utile qui justifie la normalisation. Maintenant, les contextes dans lesquels intervient la normalisation, je les résumerai à 2 figures. Celui où la technologie est émergente. Elle existe, il y a eu des prototypages, il y a des industries, il y a de la recherche et développement. Tout à l'heure, mon collègue, M. Lequerec, citait la carte microcontrôleur, ces cartes à circuit intégrés, etc. Bon, très bien, il y a 25 ans ou un peu plus, les gens se sont réunis à Phoenix dans une première réunion internationale pour commencer à spécifier la manière dont devrait fonctionner pour l'interchange, l'interopérabilité, une carte à microcontrôleur. Pourquoi ils l'ont fait? Ils avaient un savoir-faire qu'ils auraient pu développer dans des niches, vous voyez, mais ça aurait été du propriétaire. Ils voulaient partir, je dirais, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que c'est à peu près, il faut voir la normalisation comme un starting block. Tout le monde se positionne au même niveau, ce qui permet que même si l'on a un avantage par rapport à notre compétiteur, à notre adversaire, on sait que au niveau des appels d'offres, la référence sera cette norme et que nous aurons la même référence. Quant à notre avancée personnelle, eh bien, utilisons-la comme un différenciateur. Vous comprenez cet enjeu, c'est fondamental. Les choses que nous savons faire et qui échappent à notre concurrent sont des différenciateurs que nous pourrons toujours mettre en valeur. Mais néanmoins, nous partons d'une même base et c'est une forme de démocratie. La démocratie ne s'arrête pas là. D'où la nécessité justement de pousser des standards qui émanent d'entreprises françaises. Oui, naturellement. Les commissions nationales françaises jouent un rôle fondamental puisque dans le déroulement d'un standard, depuis que le groupe ad hoc est créé pour discuter de l'utilité de créer une norme, et bien jusqu'à son achèvement à travers la norme elle-même, la Commission nationale française est le relais par lequel les industriels aussi, ils peuvent être compétiteurs, ça va de soi, je n'invente rien, comme ils peuvent être partenaires, c'est le lieu, l'agora, dans laquelle on va préparer la stratégie. Pourquoi? Parce que c'est un processus démocratique dans lequel il y a une voix par pays. Je passe à l'ISO notamment, ou à la Commission nationale. C'est une voix par pays. Il y a d'autres instances où ça ne marche pas comme ça, mais je cite ceux-là pour lesquels nous sommes ici en l'occurrence. Donc une voix par pays, c'est
foncièrement démocratique, et ça veut dire qu'il y a un consensus préalable fondamental. Mais il y a quand même une subtilité, c'est que lorsque les premières phases de préparation de la norme, eh bien, ne réclament pas nécessairement un vote ou une décision qui soit collégiale. Ça veut dire que chaque expert qui participe par exemple à une commission nationale française est libre de donner son opinion, ses propositions techniques. Donc vous voyez, c'est quand même pas… le consensus, c'est dès lors que le standard commence à atteindre un certain stade d'évolution. À partir de là, ce n'est plus chaque expert qui s'exprime en soi, mais ça doit être nécessairement le consensus. Et donc sans l'AFNOR, ce n'est pas faisable. La commission nationale, pour la blockchain en l'occurrence, et d'autres sujets sont indispensables à ce sujet. Et donc on voit toute la nécessité finalement peut-être de répondre à un besoin qui a été exprimé à travers l'enquête nationale que nous avons menée, qui révèle que 66% des acteurs interrogés ont répondu favorablement à la volonté d'utiliser une blockchain française. Qu'entend-on par blockchain française, naturellement? C'est-à-dire dont l'entreprise a son siège social en France, dont l'architecture a été développée par des ressources humaines qui se situent en France et qui ont pu bénéficier justement des dispositifs fiscaux liés à la recherche et au développement. Donc on voit qu'il y a un véritable appétit pour cette infrastructure française. Mais pensez-vous finalement que l'existence d'une infrastructure blockchain 100% française est-elle nécessaire pour retrouver de la souveraineté technologique et surtout de l'indépendance technologique? Vas-y, messieurs. Je vais commencer. Ne vous allez pas. Commence. Ouais, je voulais compléter par rapport à la souveraineté du numérique. Ce qu'on veut absolument éviter en France, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est quand même un petit pays, puis on n'arrive pas toujours à s'entendre avec nos voisins européens pour aller dans le même sens, même si on collabore beaucoup, c'est absolument d'éviter qu'il y ait une technologie blockchain plus ou moins propriétaire qui nous soit imposée. C'est pour ça que les standards sont indispensables pour qu'on continue. La blockchain, au départ, c'était, je vous l'ai dit, un white paper, c'est souvent des logiciels open source, quelque chose d'assez ouvert et de collaboratif. Il faut absolument éviter ce qui arrive parfois, que quelqu'un truste complètement toute cette technologie et qu'on soit obligé de passer par lui parce qu'il a les meilleurs services, la meilleure disponibilité, la meilleure largeur de gamme. Donc, en France, on est obligé en fait, de passer par la normalisation pour éviter ce standard de fait qui nous échapperait complètement. Et pour revenir à ce que tu disais sur la souveraineté numérique, moi, je le vois chez mes clients, de plus en plus, ils nous demandent d'héberger la blockchain sur des serveurs en France. Et c'est tout récent. L'année dernière, il n'y avait pas ça, parce qu'il y a le Cloud Act qui est sorti aux États-Unis, en gros, qui donne les clés à Donald Trump de tous les serveurs qui soient hébergés, je ne sais pas, en France ou en Irlande chez Amazon, parce que c'est Amazon, une boîte américaine. Donc, les autorités américaines auront le droit de rentrer dedans. Donc, il faut aussi qu'on soit capable en France de fournir des infrastructures blockchain françaises, donc hors Cloud Act, de qualité, qui puissent répondre à toutes les exigences. Parce que c'est vrai, les services offerts par les géants comme Google, Amazon ou Microsoft sont d'excellente qualité. On a aussi des acteurs français qui commencent à avancer là-dessus. C'est indispensable. Il y a des applications blockchain avec des données critiques qui ne pourront pas utiliser du tout des serveurs sous domination américaine, par exemple. Oui, je crois que Sylvain, tu as soulevé un problème qui, je dirais, qui est bien présent dans la blockchain, mais qui est présent aussi dans le numérique en général, c'est l'aspect de la territorialité numérique. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau du comité stratégique, on a un groupe de travail qui s'est formé sur justement la définition de la territorialité numérique et comment cette territorialité numérique va pouvoir travailler également avec toute la partie, tout l'aspect juridique, parce qu'il faut savoir sous quelle autorité juridique on est lié et effectivement avoir quelque chose qui soit clair au niveau de l'aspect national et donc d'une juridiction nationale, c'est quand même rassurant pour les utilisateurs. Alors, national, oui, mais on peut quand même, je dirais, penser européen, parce que je pense que aussi au niveau de l'Europe, la réglementation, elle est suffisamment avancée et on sait la faire avancer, et on sait la faire avancer justement en faisant, comme dans la normalisation, des propositions nationales qui peuvent être reprises au niveau européen. Le règlement EIDAS, finalement,
c'était beaucoup inspiré des règlements qui avaient été faits en France et qui avaient été promus par la NSSI. On peut faire la même chose sur de la juridiction. Aujourd'hui, en France, on a la loi Pacte, on a la réglementation et la régulation des prestataires de services en actifs numériques. On a toute cette partie-là qui peuvent être justement promulguées au niveau européen. Donc, on a aussi par exemple, pour le cloud, des initiatives comme Gaia-X qui permettent de garder aussi une certaine souveraineté européenne. Donc, effectivement, il faut avoir conscience que la souveraineté française et après extrapoler sur la souveraineté européenne, c'est primordial pour l'industrie. Dans cette notion de souveraineté et de territorialité numérique, il y a quelque chose de vraiment intéressant vis-à-vis de la blockchain qui, par essence, est distribuée, n'est-ce pas? Elle peut se déployer à une vitesse phénoménale, elle peut prendre des proportions au-delà des frontières. En même temps, ça peut paraître paradoxal hein, par rapport au fait de parler, n'est-ce pas, de souveraineté quelque part. Alors, peut-être qu'il y a des solutions, sans les évoquer, qui pourraient permettre d'assurer que les nœuds de cette fameuse blockchain s'exécutent dans un territoire numérique qui est contenu et qui est hébergé par une partie prenante qui est connue. En faisant cela, en même temps, on va restreindre, si vous voulez, le paradigme fondamental de la blockchain, qui est d'être par essence distribuée, transparente, de répliquer l'information à tous les participants. Mais ce faisant, on ne contrôle plus. Si vous voulez, elle échappe à cette fameuse territorialité numérique. Tandis que certaines solutions, si elles sont appliquées, peuvent, comme le cloud par exemple, je ne suis pas en train de faire de la promotion de la publicité, je dis simplement que d'un point de vue pragmatique, on peut imaginer un cloud dont on connaît, si vous voulez, l'hébergement, on connaît la localisation, on a les moyens de contrôler géographiquement, je dirais presque, vous voyez, et donc vis-à-vis de la législation, son fonctionnement. Et à ce titre-là, on peut imaginer que la blockchain rentre dans un périmètre qui est précis. Et tout dépend évidemment des autorisations, les blockchains avec permission, sans permission, privée, etc. Voilà. Et en matière de blockchain publique, les initiatives aujourd'hui de la Banque de France sur des stablecoins ou de la banque ou de la BCE aussi, basées sur le stablecoin et basées sur l'euro, c'est des choses qu'il faut suivre et qui peuvent avoir des intérêts aussi pour toute la transposition de l'utilisation de la blockchain dans l'industrie. Et également d'avoir conscience que effectivement les protocoles utilisés dans les blockchains doivent être des protocoles qu'on sait décoder, qui soient transparents, qui soient en open source, qu'on puisse les faire vivre si jamais les créateurs ont disparu, et de ne pas être enfermé dans une technologie propriétaire qui va enfermer le cas d'usage à la fois financièrement, parce qu'on peut appliquer les tarifs qu'on veut, mais aussi technologiquement, parce que si le propriétaire de cette technologie n'a pas envie de la faire évoluer, eh ben, il va falloir abandonner et on sera coincé. Et puis, la réversibilité, ce n'est pas évident. Ce point, je voudrais juste rajouter un petit détail. Si on fait un comparatif, par exemple, de ce qui se passe dans le monde de la technologie pour les dispositifs mobiles, vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de faire du portage, dématérialisation d'applications assez sensibles sur des dispositifs mobiles. On a le choix entre quel type de système d'exploitation, à votre connaissance? Moi, je dirais deux qui se partagent le marché en gros, Google, Apple, et puis, bon, il y en a d'autres. Vous pouvez toujours faire du développement pour Microsoft, c'est sympa, il n'y a pas de mal, mais vous ne vendrez pas beaucoup de mobiles. Donc, si la blockchain, à terme, était exposée au même type de problème, ça veut dire que les outils qui existent aujourd'hui, qui sont d'ailleurs en open source pour certains, pas entièrement d'ailleurs, la notion d'open source c'est à prendre avec des pincettes, si la blockchain faisait l'objet de cette même évolution, on pourrait se retrouver à moyen terme avec des choix limités quelque part. Je sais, vous développez une solution en blockchain, mais les outils font partie de ce jeu restreint. Est-ce que ça ne serait pas un problème? Je m'interroge. C'est une question. Donc finalement, on voit qu'il y a une véritable prise de conscience sur la nécessité de retrouver une indépendance au niveau des outils qui nous permettrait d'accéder à la technologie blockchain. Mais on voit aussi qu'il y a un lien naturel entre le régulateur et la norme volontaire. Donc bien souvent, la réglementation renvoie à l'ensemble de ces aspects techniques pour pouvoir remporter des appels d'offres, pour pouvoir obtenir une certaine certification, pour pouvoir, on va dire, accéder à un certain nombre de services qui sont proposés par des ESN notamment. Donc, on voit qu'il y a une véritable prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs sur cette nécessité de retrouver une certaine souveraineté numérique. Mais ne soyons pas non plus naïfs dans notre volonté de
de nous dire que nous allons être en mesure de pouvoir nous battre face à des géants si nous n'arrivons pas justement nous-mêmes à nous entendre sur qu'est-ce qu'une blockchain française et comment est-ce qu'on peut pousser un standard à l'échelle internationale pour pouvoir défendre les aspects qui sont liés à la gouvernance, mais également d'autres aspects. Tu as cité tout à l'heure le caractère distribué de la technologie blockchain. Il y a également un autre aspect, c'est l'immuabilité des données qui sont inscrites dans la blockchain. Et ça nous pousse également à nous interroger sur comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une donnée qui est enregistrée dans une blockchain. Et c'est fort de ce constat qu'on a décidé en France de créer une norme volontaire française qui a vocation à traiter de ces questions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette norme qui est en cours d'élaboration? Oui, je peux répondre? Bien sûr, naturellement. C'est vrai qu'avec les masques, on a un peu de mal à voir. Je lève la main alors. Oui, on discute souvent en commission blockchain. Il y a des gens d'un très très bon niveau, à la fois technique et puis d'échange et de dialogue, et une bonne cohésion d'équipe. Je vous enjoins à rejoindre d'ailleurs la commission normalisation blockchain à la FNOR, et vous aurez la possibilité de rencontrer des gens de très bonne qualité, d'apprendre plein de choses et puis d'avoir un poste de vue de tout ce qui se passe sur la blockchain dans le monde. Petite publicité. Alors, en fait, on a discuté entre nous et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de nos clients respectifs, de tous ces experts de la commission, qui nous disaient, oui, d'accord, c'est enregistré dans la blockchain, c'est immuable, c'est horodaté, c'est éventuellement signé, mais qu'est-ce qui me prouve qu'on n'a pas mis n'importe quoi? Alors, il y a des gens qui font des applications financières. Qu'est-ce qui me prouve que telle entreprise possède bien cet actif financier? Qu'est-ce qui me prouve que tel producteur de carottes a bien produit 1 tonne de carottes ce jour-là? Moi, je fais de la traçabilité dans l'alimentaire, entre autres, et je trace des carottes. Voilà. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on met n'importe quoi toujours, parce que celui qui met n'importe quoi, il risque de se faire éjecter de la filière il risque de ne plus avoir de clients. Mais néanmoins, il peut y avoir un doute. Et on s'est dit, mais oui, il y a un créneau, il y a quelque chose à faire pour que quand quelqu'un regarde ce qu'il y a dans une blockchain, il lit, OK, le 28 octobre 2010, un tel a produit 1 tonne de carottes ou un tel a vendu tel cryptoactif à telle autre personne. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et donc, on vient de démarrer un projet, enfin, ça fait 6 mois qu'on a démarré le projet, sur certifier les entreprises qui enregistrent dans la blockchain. C'est-à-dire que l'objectif de cette norme française, c'est de dire, si vous lisez une information dans une blockchain qui est enregistrée par telle entreprise certifiée, vous pouvez avoir confiance dans cette information. Confiance, ça veut dire que l'information est fiable, qu'elle n'est pas tronquée et qu'elle ne peut pas vous induire en erreur. C'est une norme qui est, d'ailleurs, c'est étonnant que l'ISO n'y ait pas pensé, parce que c'est un besoin dans toutes les applications blockchain que nous, sur lesquelles on travaille, chacun d'entre nous, autour de la commission. Et justement, oui. on voit que la nécessité finalement de créer une norme française pour pouvoir ensuite la pousser à l'échelle internationale constitue là aussi un moyen de défendre, de protéger notre marché contre l'arrivée d'un standard international qui aura déjà été élaboré par un pays étranger. Donc là aussi, on voit qu'il y a à la fois un aspect, on va dire, défensif d'utiliser effectivement la norme pour ce cas d'usage extrêmement précis. Et on l'a vu que, notamment, de nombreux secteurs d'activité, à l'image du secteur du luxe, le secteur alimentaire et tous les secteurs qui ont besoin d'afficher une traçabilité certaine de l'ensemble des produits. Et on l'a vu, dans le contexte de cette crise sanitaire qui nous touche, la nécessité de repenser notre modèle de consommation et la façon dont nous produisons en France. Et cette norme volontaire peut constituer, là aussi, un atout non négligeable dans notre capacité à repenser la façon dont nous consommons et nous produisons en France. Je crois que la transition numérique, c'est avant tout une question de confiance. Et donc, il faut concevoir et utiliser des normes de confiance. Et cette norme, elle fait partie du jeu, c'est une brique de plus dans la confiance. Tout à fait, pardon. Vas-y, Brad. Je ne sais pas pourquoi, autant je souscris à tout ce que nous disons, autant je suis étonné que l'état d'esprit dans lequel nous faisons est presque une supplication à comprendre l'intérêt. Alors que nos homologues allemands, nos collègues allemands, ça va de soi. En 20 ans ou plus, j'ai toujours rencontré des Allemands qui ne jurent que par la normalisation.
pour eux, c'est quelque chose de fondamental. Autant ils ont leurs spécifications qu'ils ont fait dans un coin de table et qui sont totalement propriétaires, autant ils ont envie qu'elles soient reflétées dans une norme. Et la norme internationale, que ce soit ou européenne, pour eux est un impératif. Vous voyez, ils ne se posent même pas les questions que nous sommes en train de nous poser. C'est de vous dire à quel point peut-être nous devrions accélérer le pas vers vous voyez, cet impératif de normalisation. Dès lors que cela est possible, dès lors que cela est nécessaire et possible. Mais je pense que c'est justement aussi un appel, hein, c'est-à-dire que en plus, cette commission de normalisation, elle a une originalité depuis sa création, c'est qu'on a plus de 50% des participants qui sont des startups. C'est la première fois qu'on avait ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a préféré choisir justement en présidence quelqu'un qui vienne d'une startup et qui dirige une startup, parce que ça prouve quand même le changement de référence et de représentation des commissions de normalisation. Et j'espère que ça va se produire aussi sur les futures innovations. On le voit aussi dans l'intelligence artificielle où on a aussi pas mal de… et on a aussi une grande présence du secteur académique, ce qui est toujours rassurant aussi. On voit que finalement, le comité est aussi le reflet de la réalité de notre marché. Et c'est aussi ça qui est très intéressant. Et je pense qu'on va terminer sur ces aspects-là. Et j'espère qu'à travers ces tribunes, nous avons contribué à favoriser une meilleure acculturation à travers la nécessité d'utiliser les standards comme étant un vecteur de compétitivité des entreprises. Je vous remercie, messieurs, pour vos interventions. Oui, merci Rémi. J'aimerais désormais accueillir Fatih Balieli afin qu'il puisse nous démontrer toute la capacité d'une grande entreprise à pouvoir se lancer pleinement dans l'industrie blockchain. Fatih. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Rémi et à Jean-Michel Miss d'avoir initié le lancement de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Donc pour ma part, Fatih Balieli, je suis le CEO et le cofondateur d'Exaion. Donc Exaion, c'est une filiale qui a été lancée au mois de janvier 2020. Elle appartient au groupe EDF. Donc elle a été incubée, accélérée et lancée au sein même du groupe. Exaion aujourd'hui est actif sur principalement 3 verticales. La première verticale, c'est ce qu'on appelle le cloud computing de calcul haute performance. Non, la flèche à droite ne marche pas. Il y a un petit temps de latence. Ok. J'apprécie que tu veuilles revenir sur les chiffres. Comme il y a un temps de latence, j'ai appuyé 3 fois à gauche et 4-5 fois à droite. On va voir ce qui va se passer. Tu l'aimais? Ok, super. En attendant les slides, donc Exaion, comme je vous l'ai dit, est actif aujourd'hui sur 3 verticales. Donc le cloud computing de calcul haute performance. Alors ce qu'on appelle ici calcul haute performance, c'est tous les calculs qui sont liés au supercalculateur et tout ce qui est lié également au traitement d'algorithmes liés à l'intelligence artificielle. Donc aussi, on met à disposition de nos clients via le cloud plus de 3 supercalculateurs. On a un 4e qui va entrer bientôt dans nos actifs. Et également des cartes graphiques, donc ce qu'on appelle des clusters de GPU, pour que nos clients puissent justement faire tourner leur modèle d'IA lors de la phase d'apprentissage, où il y a un fort besoin de parallélisation des calculs. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette verticale parce que ce n'est pas l'objet. Je vais plutôt m'étendre sur la 2e verticale qu'on appelle la blockchain as a service. Alors nous, chez Exaion, on est rentré dans la blockchain à travers cette couche infrastructurelle. Donc, c'était vraiment ça, l'ADN de notre entreprise. C'est de là que sont partis nos premiers services sur le cloud computing de calcul de performance, où on est rentré dans l'univers de la blockchain à travers ce prisme-là. Aujourd'hui, on est gestionnaire de nœuds. Je ne vais pas employer des mots trop barbares, hein, mais on est dans le staking, on est dans le masternode, on est dans la gestion de nœuds. En gros, pour faire simple, on met à disposition de vos infrastructures pour que des gens qui développent des protocoles blockchain puissent diffuser leurs protocoles sur un maximum de nœuds
Et dans la table ronde précédente, on entendait parler justement de cette problématique liée à la localisation, la géolocalisation de certains nœuds en France et en Europe. Hexagon est exactement actif sur ce point-là. Donc, on développe ce savoir-faire. On est actif sur pas mal de protocoles blockchain. On est sur Ethereum, que tout le monde connaît. On est également sur l'Energy Web Chain. Vous avez dû voir, pour les plus passionnés, le fait qu'on vient d'entrer dans le protocole Tezos très récemment. L'objectif, c'est d'être présent sur une dizaine de protocoles d'ici la fin de l'année et une vingtaine d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, on ne s'est pas arrêté sur cette couche-là. Comme vous le savez, dans la blockchain, il y a 3 couches. Il y a la couche protocolaire. Par exemple, la couche du protocole qui est liée au protocole Bitcoin, celle de l'Ethereum, celle de Tezos, etc. Au-dessus, il y a la couche infrastructurelle par laquelle on est rentré. Puis tout au-dessus, il y a la couche applicative. Donc, le développement des contrats intelligents, dit smart contract. Donc, aujourd'hui, on est en train de descendre et de remonter la chaîne de valeur. Donc, on est en train de développer des protocoles blockchain. On est en train de mettre en place des protocoles privés pour certains clients. On est en train de développer des sidechains pour d'autres clients. On a des use cases dans l'interne du groupe EDF et puis on a également des use cases auprès d'autres grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120. Donc, on est actif aujourd'hui sur cette couche protocolaire. Et on remonte, et on est déjà remonté sur la couche également supérieure, qui est la couche applicative. Aujourd'hui, on met à disposition de nos clients des smart contracts pour qu'ils puissent, eux, développer leur use case métier. Typiquement, dans le luxe, ça va être la lutte contre la contrefaçon. Dans l'agroalimentaire, ça va être la traçabilité de la non-rupture de la chaîne de froid. Dans l'énergie, ça va être la traçabilité de l'électron, etc., etc. Donc, on est également aujourd'hui développeur de smart contracts. Et on va encore plus loin parce qu'on développe toutes les API et les dashboards pour les clients pour que tous les outputs qui sortent de chez Hexagon puissent être consultables et user-friendly. Donc, en fait, aujourd'hui, l'objectif d'Hexagon, c'est d'offrir une solution intégrée à ses clients. Aujourd'hui, quand on est face à une équipe d'une grande entreprise et qui veulent développer un use case, prenons par exemple la lutte contre la contrefaçon, nous, ce qu'on leur propose, c'est d'appuyer sur un bouton et d'avoir toute la solution qui s'affiche de manière très simple sur leur ordinateur, sans qu'ils aient à réfléchir à quel protocole, quelle infrastructure, comment est géré le nœud, comment est développé le smart contract. Toute cette moulinette, tout ce savoir-faire-là, si vous voulez, c'est derrière les dashboards qu'ils utilisent. Ils n'ont pas à s'en soucier. Nous, on le fait pour eux. Et bien sûr, dans la sélection des protocoles blockchain, nous, aujourd'hui, on a développé un savoir-faire. On est capable de proposer et de conseiller certains protocoles dont la valeur intrinsèque est plus proche d'une application financière, d'une application énergétique ou d'une application liée à de la logistique. Et puis ainsi de suite, on développe les différentes couches et on propose cette solution intégrée à nos clients qui plaît beaucoup. Et là où ça crée de la valeur, il y a 2 choses qui faisaient que la blockchain n'accélérait pas assez en France et dans le monde. C'est qu'il y avait une multitude d'acteurs qui étaient chacun présents sur l'une des couches et qu'il n'y avait pas ce tiers de confiance qui permettait justement aux grands industriels d'entrer de manière sereine et pérenne dans cette industrie. Donc, Hexagon, filiale du groupe EDF qui appartient à 83% à l'État, rassure. Nous, chaque protocole, chaque partenaire, chaque entité sur lesquelles on travaille ou avec lesquelles on travaille passe par une validation de notre comité éthique et conformité. Donc, vous pouvez être sûr que quand Hexagon va sur un protocole ou travaille avec une société, cette société-là a été préfiltrée, elle a été longuement analysée et scrutée. Et on n'y va que si on a toutes les garanties. Donc aujourd'hui, voilà, Hexagon, filiale du groupe EDF, lève quelque part, répond à ce trou qu'il y avait dans la raquette qui était lié au fait qu'il n'y avait pas de tiers de confiance reconnu sur la place. Et la deuxième chose, c'est que de grands industriels n'osaient pas aller dans la phase d'industrialisation de leur solution parce que ils travaillaient avec une société qui travaillait sur le protocole, une autre qui travaillait… souvent, l'infrastructure était gérée par les GAFAM. Donc, je reviens au Cloud Act et aux risques qui sont relatifs au fait que les datas soient stockées ailleurs et dans des pays qui sont potentiellement en train de nous espionner. Et puis, d'autres sociétés étaient, elles, sur les couches applicatives. Donc, les sociétés, quand elles lançaient un projet, elles se retrouvaient… face à une multitude d'intervenants, de petits acteurs, et puis avec des datas qui étaient stockées souvent hors du territoire, et elles n'osaient pas en fait d'aller plus loin.
Et souvent, sur des projets, même sur certains POC, quand il y avait un problème, c'était toujours la faute de l'autre. Aujourd'hui, avec Exaion, il n'y a pas ce problème-là. La faute, s'il y a une faute, c'est la faute d'Exaion. On délivre un produit de bout en bout et le client n'a plus à se soucier de savoir qui est responsable de quoi et si les datas sont bien gérées de manière souveraine. Et ça, c'est une défense aussi d'Exaion parce que au-delà des activités qu'on développe, il y a aussi l'approche qu'on utilise qui est importante. Aujourd'hui, on propose des services qui sont décarbonés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du data center est très énergivore. D'après nos projections, d'ici 2030, 13% de la consommation électrique mondiale proviendra justement des data centers. Et si rien n'est fait, d'ici 2050, ce sera 100% de la production électrique mondiale actuelle. Donc, c'est un vrai sujet. Et puis, quand on voit les mix énergétiques qui sont employés pour faire tourner certains calculs ou qui sont utilisés pour gérer certains protocoles blockchain de première génération en preuve de travail, c'est hyper énergivore. Le Bitcoin, alors il y a plusieurs chiffres, mais le chiffre qui revient souvent, c'est ça nécessite 4 réacteurs nucléaires pour miner le Bitcoin. Enfin, je veux dire, c'est aberrant, c'est fou. Et nous, on n'est pas en train d'aller là-dedans. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, et c'est ce qui a été publié cette semaine, notamment avec notre partenaire avec Tezos, c'est qu'on est sur des protocoles de troisième génération à preuve d'enjeu, beaucoup moins énergivores et beaucoup plus éco-friendly. Et au-delà de ça, le data center se situe en Normandie, en France, qui est la région la plus exportatrice d'électricité, qui tourne principalement avec l'électricité d'origine nucléaire ou éolienne. On récupère la chaleur dans le data center pour réchauffer des sites annexes. On utilise beaucoup de renouvelables. Enfin voilà, cette approche éco-responsable, elle est inscrite dans l'ADN d'Exaion, qui est une filiale du groupe EDF et dont l'enjeu est fortement, et de s'impliquer fortement justement dans la décarbonation du mix énergétique national. Donc voilà, donc on a une approche éco-responsable de nos activités, on a une approche souveraine. Aujourd'hui, vous avez le même niveau de sécurité pour les données qui sont chez EDF que les données qui sont chez Exaion. Donc on a recréé from scratch un SI en s'inspirant de toutes les bonnes pratiques du groupe EDF. Donc, demain, quand des grandes sociétés travaillent avec nous, elles ont cette garantie que leurs data ne pourront pas se faire hacker, que leurs data seront bien stockées dans les data centers qui appartiennent au groupe EDF et qui se trouvent dans le nord de la France. Et notre troisième approche, c'est notre approche sur mesure. On a compris que si on allait en concurrence frontale avec les GAFAM, on ne tiendrait pas 2 minutes parce qu'ils ont atteint une taille qui est aujourd'hui phénoménale. Et les Batix aussi, en Asie, on parle beaucoup des GAFAM, mais il y a également les Batix. Ce sont des boîtes, pour la plupart, qui valent plusieurs centaines de milliards d'euros avec des moyens qui sont autrement plus importants que les nôtres. L'autre jour, j'entendais Tencent qui allait investir 70 milliards dans le cloud sur les 3 prochaines années. Bon, 70 milliards, c'est 3 fois, 4 fois le budget de la R&D de l'Union européenne. Donc, on est sur des chiffres qui sont astronomiques. Donc, nous, on se concentre sur des niches, notamment la niche du HPC, donc les supercalculateurs, l'IA et la blockchain. Et c'est là-dessus, en proposant des solutions sur mesure et customisées par rapport à chacun de nos clients, qu'on arrive à se faire une place et qu'on arrive à se faire reconnaître des acteurs de ces différents secteurs. Donc voilà, donc Exaion est présent aujourd'hui sur le cloud computing de calcul de performance, sur la blockchain as a service où on propose une solution intégrée, et sur l'hébergement de puissance de calcul conteneurisé, mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et les 3 approches qui sont développées, c'est les côtés décarbonés, souveraines et sur mesure. Merci beaucoup, Fatih, pour cette présentation qui a permis de mettre en lumière aussi également un sujet qui était lié à la consommation énergétique des protocoles de type blockchain. Et vous avez, à travers ces exemples-là, permis aussi de mettre fin à une certaine image liée à l'utilisation de la technologie blockchain qui serait très, très énergivore. Et vous l'avez expliqué, aujourd'hui, c'est un faux débat pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, nous sommes dans des nouvelles générations de protocoles qui, eux, sont bien moins énergivores que ne l'était la blockchain 1.0, à savoir la blockchain Bitcoin. La deuxième raison est que même s'il y a une consommation énergétique importante liée à l'utilisation de ces technologies, nous pouvons réutiliser la chaleur qui est produite par justement l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir réaliser le mining, pour pouvoir réchauffer un bâtiment public, une piscine. Dit autrement, nous pouvons dupliquer
le business model des data centers et l'approche énergétique que nous avons eue avec les data centers. Donc, ne nous trompons pas de débat lorsqu'on parle effectivement de technologie blockchain. Et je suis ravi qu'une grande entreprise, à l'image d'EDF à travers Exaion, souhaite justement mettre en évidence toute sa capacité à pouvoir offrir des services de cette nature. Ce qui m'amène à justement vous présenter une autre entreprise qui, elle, est en mesure de pouvoir offrir d'autres services d'une autre nature qui, elle, porte sur l'identité. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Antoine de Maisonneuve de chez Orange pour qu'il puisse nous démontrer toute la capacité d'Orange Business à mener à bien ce projet. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je suis Antoine Maisonneuve. Je suis le porteur du programme blockchain d'Orange Business Services. Alors, merci à l'AFNOR de nous accueillir ce soir. J'ai beaucoup aimé le débat sur la normalisation. Je pense que vous allez nous voir en commission très, très bientôt. La petite télécommande. Alors, j'ai un doute, droite-gauche. Parfait, merci. Merci pour l'invitation, Rémi et Jean-Michel, ce soir. C'est une étape importante, je pense, l'outil dont on va se doter en France pour l'industrie de la blockchain, et pas seulement pour l'industrie de la blockchain, mais pour des outils qu'on va mettre en œuvre au niveau de l'industrie nationale. En effet, côté Orange, donc on est une entreprise internationale, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger aussi. Et on voit l'avance, en effet, que sont en train de prendre certains pays avec la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'appelle des blockchains nationales. Il y en a qui peuvent être contestables comme la blockchain chinoise, mais il y en a d'autres beaucoup plus proches de nous avec la blockchain espagnole et l'initiative Alestria. Et une des plus avancées, à mon sens, qui est la blockchain sud-coréenne, le réseau initial, qui a été bâti avec leur telco, leur banque, leur gouvernement, et aussi leur industrie du mobile, ce qui a conduit Samsung à commercialiser au printemps les premiers téléphones à authentification blockchain, sur lesquels ils peuvent stocker des documents professionnels, des certificats d'assurance, des diplômes, et ils viennent de digitaliser leur permis de conduire, donc ils vont très vite et très très loin. Aujourd'hui, on a un rêve côté Orange, c'est de participer à la construction de la blockchain française, évidemment. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire une blockchain nationale quand on regarde les exemples des autres pays? C'est des acteurs industriels qui vont se réunir pour construire une infrastructure qu'ils vont mettre à disposition de l'industrie du pays. Et ça, avec le support des autorités et du gouvernement. Donc, c'est ce qui a fonctionné dans les autres pays. Et pour nous, ce soir, avoir l'outil de la fédération de la blockchain, où on va pouvoir se réunir et discuter entre nous pour se projeter dans cet avenir, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Dans cette philosophie, qu'est-ce que la blockchain identité décentralisée? Parce que quand on commence à travailler sur la blockchain, on s'aperçoit très rapidement d'une problématique, c'est que toutes les transactions sont signées. Et il faut rapidement identifier les porteurs de ces transitions. Ce qui fait qu'on a beaucoup orienté nos travaux aujourd'hui sur tout ce qui est identité. Appliqué au monde de l'identité, alors je suis désolé, j'ai mis des lentilles pour ne pas avoir mon masque, du coup j'ai du mal à lire mes slides. Appliqué au monde d'identité, c'est un réseau d'échange de preuves de vérification d'identité. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker des informations d'identité dans la blockchain, on va redonner ces informations à ses membres et avec un côté souverain extrêmement important qui nous paraît intéressant d'exploiter. Tel qu'on le voit côté Orange, ça va permettre d'éviter les longs process de KYC, donc Know Your Customer et Know Your Supplier, mais aussi de gérer donc des personnes physiques, des personnes morales et des identités d'objets. Quand on parle d'une identité décentralisée aujourd'hui, on réfléchit, on associe ça en général à l'identité régalienne, mais en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est des identités
des identités multiples, nos cartes d'identité de conducteurs, nos identités de santé, de banque, d'objets qu'on possède, de consommateurs, de salariés, de sportifs et toutes nos identités digitales. L'enjeu demain, avec les blockchains nationales, ça va être de réconcilier tous les acteurs qui possèdent ces données et de leur permettre de créer un réseau afin qu'ils puissent échanger entre eux et créer des cas d'usage. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a forcément dans la salle des gens avec qui on sera concurrents demain, mais je pense qu'on a tous intérêt à avoir une infrastructure commune sur laquelle on peut échanger les informations qui seront normalisées. Un point important et principal, c'est que c'est du RGPD++, contrairement à la blockchain chinoise, par exemple. C'est que l'utilisateur possède toutes les données dans son smartphone et c'est lui qui décide de les exposer ou pas. On peut imaginer tout cas d'usage et c'est important d'avoir l'ensemble des écosystèmes qui soient représentés sur une blockchain. Et là-dessus, Orange veut vraiment être moteur pour la création d'un réseau d'infrastructures. Je suis désolé, je vais accélérer un peu parce que je pense que je ne vais pas vous embêter avec la technologie. Point qui nous paraît extrêmement important, c'est que ça fonctionne dans le monde digital, mais ça fonctionne aussi dans le monde physique. C'est-à-dire que par rapport au système d'identité précédent, quand on voit ce qu'ont fait les Coréens, certes, les identités blockchain, on peut les utiliser sur Internet, mais vous pouvez aussi présenter votre permis de conduire à un officier de police lors d'un contrôle de police. Et l'application qui permet de vérifier que cette identité est correcte est disponible pour tout le monde. Ce qui permet à n'importe quel buraliste, patron de supermarché, de vérifier que la pièce d'identité qu'il a en face de lui est correcte. Donc, l'intégralité des fournisseurs de services puissent l'utiliser. J'en parlais tout à l'heure avec le projet coréen. L'industrie du mobile, c'est là qu'on prend conscience de la vitesse où ils vont en Asie s'y préparent. C'est-à-dire qu'il y a les premiers téléphones Samsung à authentification blockchain avec puces quantiques intégrées qui sont en train de sortir. HTC a un modèle également, LG prépare le sien et Apple a déposé ses brevets. Donc, on s'attend à avoir un iPhone de gestion d'identité décentralisée dans les prochaines générations. C'est pourquoi aussi ça intéresse au plus haut point les opérateurs sur ce sujet. Donc là, le pays que j'aime bien, donc là vous avez l'exemple du permis de conduire coréen avec un consortium qui réunit leurs principaux telcos, leurs principales banques et toute leur industrie. Et là, on prend conscience des enjeux de ce que c'est qu'une blockchain nationale et pourquoi la France, on a intérêt à réagir rapidement et à avoir une action forte de notre industrie sur le sujet. En Europe, on a aussi des très beaux exemples. Donc, on parlait du réseau Alastria espagnol, dont est membre Orange Espagne. Donc, on suit le projet de très près qui est conçu autour d'une identité souveraine espagnole. Et bien sûr, ces blockchains nationales, si elles naissent en Europe, elles devront être interopérables. Donc, on revient encore une fois sur les standards avec la future blockchain européenne, donc l'EPSI, qui fournira également des services d'identité souveraine. Donc, on a des enjeux forts d'interopérabilité de nos blockchains et de travail en commun avec nos collègues européens. Et on suit de près l'appel d'offres de la future blockchain européenne dont le but sera de définir son infrastructure dans les mois à venir. En France, le projet dont on est très fiers aujourd'hui et qu'on va lancer en 2021, c'est le projet AgData Hub à destination du monde agricole français. Alors, la société AgData Hub, c'est une société d'une trentaine d'acteurs du monde agricole qui s'est fédérée pour protéger les données du monde agricole français et, dans un deuxième temps, les données du monde agricole européen. Alors, ce qui nous explique, c'est que les données d'un agriculteur, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si vous maîtrisez les données de l'intégralité des agriculteurs français, vous pouvez aller à Chicago et jouer sur le cours des matières premières en bourse. Donc, c'est des données qui ont une très grosse valeur et qui aujourd'hui sont possédées par les machinistes agricoles ou des grosses entreprises chimiques. Donc, le but, c'est vraiment de reprendre la souveraineté de ces données. Et quand justement on a travaillé avec eux, les données agricoles, faut les associer à un propriétaire. Il faut pouvoir donner un consentement sur celles-ci. Et du coup, ça veut dire avoir une notion d'identité de ces données.
On aurait pu proposer à Ag Data Hub de gérer les données pour eux, de les concentrer chez Orange, comme on sait le faire. Mais par rapport à la philosophie du projet, on a plutôt proposé une identité décentralisée sur blockchain qui va permettre à peu près 280 000 agriculteurs d'avoir une identité décentralisée sur blockchain, reliée à l'exploitation, à une identité d'exploitation agricole. Et sur cette identité, on va pouvoir bâtir des cas d'usage à destination du monde agricole. Donc, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux et qu'on voit atterrir l'année prochaine en industrialisation. Et plus important par rapport à ce qu'on a dit, ce réseau, ce n'est pas le réseau d'Orange ou d'Ag Data Hub, c'est un réseau d'identité décentralisée fabriqué avec des produits open source et dont on veut la gouvernance ouverte. Donc aujourd'hui, on va utiliser les données des chambres d'agriculture pour créer l'identité agricole. Demain, on peut très bien répliquer le projet avec les données des chambres d'industrie, des chambres d'artisanat, des chambres de commerce pour doter l'intégralité de ces professionnels d'identité numérique sur blockchain. Et comme on l'expliquait précédemment, avec une vision, on l'espère, pour pouvoir coaguler suffisamment d'acteurs pour créer une blockchain française sur laquelle, grâce à ces identités, on pourra venir tous ensemble créer de nombreux use cases dont je pense on n'imagine pas 10% des cas d'usage aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir voulu partager avec nous également quelle était la vision et les opportunités qui étaient offertes par la technologie blockchain au sein d'un autre grand acteur historique français qui est Orange. Et c'est là aussi toute l'ambition de la fédération, pouvoir permettre à ces entreprises, ces tiers de confiance historiques français, de pouvoir s'inscrire comme étant des acteurs majeurs de cette industrie. Et nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans le développement de leurs activités. J'aimerais pouvoir brièvement donner la parole au député Jean-Michel Miss pour qu'il puisse réitérer avec nous toute la force de son engagement d'accompagner l'ensemble de ces acteurs en France avant de pouvoir effectivement vous diffuser un message vidéo du secrétaire d'État numérique Cédric O qui malheureusement, compte tenu de l'annonce qui sera faite dans quelques minutes par le président de la République, a été réquisitionné pour pouvoir défendre les engagements qui sont pris par notre président. Donc, j'aimerais inviter le député Miss à se joindre à nous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'AFNOR de nous accueillir dans ces locaux. Malheureusement, la blockchain ne gère pas encore les feux rouges ni le trafic à Paris. Donc, je voulais m'excuser auprès de vous pour ce retard qui est dû aux travaux parlementaires que vous imaginez denses dans la période et dans l'attente, évidemment, qu'on vient de rappeler, Rémi, des annonces qui vont être faites dans quelques minutes. Cédrico ne peut pas être présent parmi nous physiquement, mais il a tenu à faire une vidéo de présentation. Je pense que c'est important parce que cette soirée est un moment, je crois, un moment en jeu, comme il y en a rarement dans les innovations de rupture, et nous avons la capacité aujourd'hui de montrer que cette communauté française de la blockchain non seulement existe, non seulement est vivace, non seulement a des ambitions, mais elle est capable de s'organiser, elle est capable de se fédérer pour porter ensemble d'une voix commune les éléments qui font qu'on peut être plus grand, plus fort demain, et aujourd'hui en étant unis sur les projets qui nous rassemblent, sur les points communs, chacun gardant évidemment, comme ça a été rappelé, sa spécificité, son innovation, sa capacité de choisir les chemins et les voies et moyens de son développement. Mais cette fédération, je pense, a du sens. Elle est faite par les professionnels. Je ne suis qu'un grain de sable et j'espère avoir été utile au moins pour permettre de faire comprendre aussi à cette grande maison qu'est l'Assemblée nationale que l'industrie française, ça existe, que les entreprises françaises, ça existe, que nous sommes à l'état de l'art, qu'on est en capacité d'adresser l'international, qu'on n'a pas une ambition qui est circonscrite à l'Hexagone, et je crois que ça c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir le porter, de pouvoir le revendiquer. Je crois que je suis assez fier de pouvoir chaque fois que je le peux porter vos combats, illustrer ces exemples-là. Vous en avez montré quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'ils sont parfois sous-estimés. L'importance de la fédération, c'est aussi de faire connaître, de faire savoir.
des acteurs de la blockchain se sont pris en main pour être aujourd'hui acteurs de leur destin, au service des acteurs de la blockchain et par les acteurs de la blockchain. Je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas une fédération qui est pyramidale, c'est une fédération qui a vocation au contraire à être transversale, être dans l'esprit blockchain, d'être capable de fédérer des ambitions, de les mettre en commun, de les partager, de les challenger et de les faire connaître, de les défendre auprès des instances nationales et européennes. On a besoin, je crois, d'être à tous les niveaux parce que le combat n'est pas évident. Le combat n'est pas forcément francophone. Le combat est parfois anglo-saxon, chinois, international. On l'a vu, des pays avancent. Ne restons pas sur le quai de la gare. Soyons capables d'avancer et d'être porteurs et fiers de nos ambitions. Cédrico, je trouve important que le ministre s'engage, qu'il soit parrain de ce lancement. C'est important qu'à son niveau, dans la fonction qui est la sienne et avec le dynamisme qu'on peut lui connaître, il s'associe à nous et qu'il adresse un mot bienveillant et qu'il apporte son soutien dans ce travail que va faire la fédération, qu'elle fera grâce à vous et avec vous. Mais je crois que c'était un moment important. Alors évidemment, on l'excuse parce que comme vient de le dire Rémi, il a un peu de travail parce que les ministres sont évidemment mobilisés et comme tout le monde, comme nous, tous ne sont pas encore totalement au fait de ce que le président va annoncer tout à l'heure. La période est grave, mais justement parce qu'elle est grave, on doit être capable de porter cette ambition parce que demain, c'est vraiment ce qu'on prépare et il faut qu'on soit prêt pour redémarrer. Le plan de relance inclut un certain nombre d'initiatives qui permettront de défendre les enjeux qui sont les nôtres. À nous de les porter vaillamment. Je serai présent à vos côtés dans ma fonction pour accompagner cette démarche à l'Assemblée. Nous ne sommes pas seuls, d'autres parlementaires sont également investis sur les champs du numérique. Je n'ai pas prétention à embrasser à moi seul le champ de cette transformation, mais à un moment, il faut que certains se lèvent, se rassemblent et ouvrent la voie. C'est ce qu'on a essayé de faire et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci à toutes et à tous et la parole à Cédrico. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui pour ce jour qui est un peu spécial pour vous, et vous comprendrez que compte tenu de la situation sanitaire, cela m'était compliqué. Je voudrais toutefois en profiter pour vous passer des messages et également pour remercier, bien sûr, la Fédération française des professionnels de la blockchain, l'AFNOR, le député Jean-Michel Nice et Rémi Oscan pour leur invitation aujourd'hui. Vous dire en deux mots ce que me semble dans les mois et les années qui viennent, les défis qu'affronte ou que doit affronter la blockchain. La blockchain, en quelque sorte, est un peu l'incarnation de ce qu'est l'innovation et de la manière dont se développe l'innovation. Elle a émergé il y a quelques années, un peu en marge des systèmes institués, en marge de nos institutions, et elle s'est développée, notamment dans le domaine des crypto-monnaies, extrêmement vite. Elle a montré tout ce qu'elle pouvait apporter dans le domaine financier que j'évoquais, dans le domaine de la certification, dans un certain nombre de domaines, et comment elle pouvait transformer un certain nombre de nos manières de procéder, un certain nombre de business models et tout ce qu'elle pouvait apporter. Elle a donc connu dans un premier temps cette expansion extrêmement rapide, portée notamment par le succès des crypto-monnaies. Puis dans un deuxième temps, et je pense en cela aux aventures du Bitcoin, elle a connu des difficultés. Et quand on regarde le chaînon ou la manière dont se déroulent les phases de l'innovation, c'est toujours la même chose. Au début, l'innovation naît d'une disruption. Elle naît d'une remise en cause de l'ordre établi. Elle naît de l'idée d'innovateur ou de l'idée d'inventeur qui vont proposer de nouvelles solutions à côté des codes établis, à côté des lois et à côté des business models existants. Elle se développe souvent en marge de ces modèles existants. Enfin, l'innovation, pour se développer, doit aborder une dernière étape qui est celle de sa régulation et de son institutionnalisation. Car si on veut faire en sorte que la blockchain, que les crypto-monnaies, que l'ensemble des innovations soient adoptées par tous les citoyens et plus uniquement par une poignée d'early adopters, alors on doit poser des règles. On doit poser des règles parce que c'est ce qui permet de rassurer les citoyens, de rassurer les institutions, de rassurer le système, mais de faire en sorte de bénéficier des bénéfices de l'innovation. C'est pour cela que la France, la première, depuis 2 ans, a décidé d'essayer de poser un cadre au développement de la blockchain pour permettre son adoption et son développement dans le cadre institutionnel. C'est notamment ce que nous avons fait à travers la loi Pacte, et je veux saluer le travail du député Nice sur ce sujet, dans le domaine des crypto-monnaies, pour travailler sur les normes fiscales, les normes comptables,
la question de la liquidité, la question des marchés primaires et secondaires, et faire en sorte qu'on crée en France un cadre extrêmement innovant qui encadre la pratique de la blockchain tout en permettant l'innovation pour permettre son adoption par un plus grand nombre. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour continuer à développer la blockchain. Nous devons poser le cadre réglementaire au niveau européen comme au niveau français. C'est aussi pour cela que c'est extrêmement important que les acteurs de la blockchain s'organisent. Et c'est pour ça que c'est très important le lancement aujourd'hui de cette fédération française des professionnels de la blockchain. Car il faut faire en sorte d'institutionnaliser le discours, de travailler à la standardisation, d'où l'importance de la présence de l'AFNOR, pour faire en sorte, encore une fois, que l'on puisse développer la blockchain en rassurant les acteurs privés, en rassurant les acteurs individuels, et en faisant en sorte qu'on puisse continuer à innover, on est encore loin d'être au bout du chemin, tout en ayant des cadres qui permettent son adoption par le plus grand nombre. C'est un chemin que nous allons devoir encore tracer pendant longtemps. C'est un chemin que nous devons tracer au niveau français comme au niveau européen. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à pousser l'innovation, qui au début doit avoir cette impolitesse qui casse les cadres établis, mais qui ensuite a ce paradoxe d'avoir besoin de cadres pour se développer. Donc, il faut qu'on continue à innover. Il faut qu'on continue à travailler entre les innovateurs, le régulateur, pour que le régulateur comprenne la manière dont fonctionne cet écosystème, qu'il adapte les règles, qu'il adapte ses manières de fonctionner. Mais en tout cas, je pense qu'il y a encore de belles années et de très belles années pour la blockchain en France et en Europe. En tout cas, on veut tout faire pour cela, notamment dans un cadre international où on voit une compétition très féroce pour les technologies clés et les technologies critiques. La blockchain en fait partie. C'est pour ça que la France et l'Europe veulent en être des acteurs absolument majeurs et que je me félicite du lancement de la FFPB aujourd'hui. À très bientôt et bonne route à la FFPB. Vous l'aurez compris à travers cette première réunion publique que l'ensemble des acteurs institutionnels, privés, publics, grandes entreprises, petites entreprises, acteurs de la normalisation, sont tous mobilisés pour faire de la France un véritable champion de la blockchain en Europe. La fédération se donne pour ambition, pour objectif, pour devoir de vous accompagner dans l'expérimentation, le développement, la promotion de vos produits et services, mais également dans la défense de vos intérêts. C'est pourquoi je vous invite naturellement à rejoindre la fédération pour pouvoir intégrer pleinement cette stratégie nationale et surtout pouvoir contribuer à créer un tissu économique robuste et qui repose sur un réseau d'affaires dynamique. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Avec les gestes barrières, juste à côté.